Bonjour Alain Fischer. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes pédiatre, spécialiste en immunologie, professeur émérite au Collège de France. Les auditeurs de Radio Classique connaissent forcément votre visage. Vous étiez le monsieur vaccin pendant la pandémie de Covid-19. Et revoilà les piqûres. L'État lance à partir d'aujourd'hui une grande campagne vaccinale contre ce Covid-19 en prévision de l'été pour protéger les populations les plus fragiles. De quoi s'agit-il? C'est de la prévention ou la tendance est à la reprise de l'épidémie? Par définition, la vaccination est du domaine de la prévention, mais oui. Une prévention efficace. Je me permets de rappeler que, à l'échelle mondiale, la vaccination contre le Covid a probablement sauvé environ 20 millions de vies, et sans compter le nombre d'hospitalisations en France et dans le monde entier. Alors, ayant dit cela, aujourd'hui, le Covid, le virus circule toujours à bas bruit, mais on a vu par exemple en 2024 qu'il y a eu plus de cas pendant la période estivale et automnale, et il n'y a aucune alerte particulière à avoir, bien naturellement, mais pour les personnes les plus fragiles sont les personnes âgées de plus de 80 ans, et ce sont les patients immunodéprimés, par exemple des gens qui ont reçu des transplantations d'organes ou quelques autres. Donc vous voyez, une population minoritaire, eux sont malheureusement, même aujourd'hui, dans le contexte où le virus circule peu, mais circule, ne sont pas à l'abri. Il y a encore actuellement, si on prend les chiffres de Santé publique France, qui surveillent très attentivement cela, environ chaque semaine, il y a de l'ordre de 30 personnes qui décèdent de Covid. Ce sont ces personnes-là très âgées ou très fragiles. Donc ces personnes méritent notre attention, méritent qu'on fasse le maximum pour sauver leur vie, éviter qu'ils soient hospitalisés, et ça implique pour eux qu'ils reçoivent une dose de vaccin supplémentaire maintenant, mais que eux, pas le reste de la population. Par contre, ce qui est nécessaire pour le reste de la population au contact de ces personnes, c'est de garder les mesures que l'on connaît de protection, port du masque, lavage des mains, aération des pièces. Je le disais, cette épidémie de Covid-19, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, jour pour jour, on était confinés dans nos appartements, dans nos maisons. Ça paraît très lointain maintenant. Comment on arrive à convaincre ces personnes âgées, notamment, d'aller se faire vacciner? Il doit y avoir une certaine lassitude. C'est clair qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus envie d'entendre parler du Covid. On le comprend. Ça a été une période difficile pour tous, même si... Et puis, il y a encore des conséquences, malheureusement, notamment d'ordre psychologique. Je pense en particulier à des plus jeunes, mais aussi des personnes âgées dont on parle moins. C'est difficile. Je pense néanmoins qu'il faut essayer, même si on n'obtiendra jamais un niveau de protection optimale. Il faut néanmoins essayer, pour les raisons que je viens d'indiquer, et d'essayer de combattre cette forme de lassitude et de volonté bien compréhensible d'oubli. Plus d'informations aussi peut-être ? Il y a des personnes âgées qui ne sont pas au courant qu'il faut aller se faire vacciner. C'est clair, si on regarde la population des personnes âgées de plus de 80 ans, malheureusement en France, dans la société dans laquelle nous vivons, un certain nombre d'entre elles sont isolées, vivent presque seules, et ont peu de contact avec leur famille, n'ont plus d'amis, etc., etc. Et par exemple, ce sont des personnes qui ont été très peu vaccinées au moment en pleine crise et qui ont souffert particulièrement du Covid. Donc il faut essayer, c'est difficile, via les soignants, les médecins, les pharmaciens qui ont un rôle important aussi, tous les infirmiers, infirmières qui peuvent être au contact de ces personnes pour d'autres raisons, de les convaincre de l'intérêt pour elles de se vacciner. Il y a eu également d'autres vaccins, mais spécifiquement aujourd'hui contre le Covid. Le vaccin, il a évolué en 5 ans, c'est toujours le même procédé. On connaît maintenant ce terme, l'ARN messager, c'est toujours ce qui est utilisé. Alors il y a plusieurs types de vaccins, mais clairement le vaccin de loin le plus utilisé, de fait le plus efficace et globalement très bien toléré, ce qui est important à rappeler, ce sont les vaccins fondés sur l'ARN messager, donc qui apportent l'information permettant la vaccination. Alors, ils ont un tout petit peu évolué pour s'adapter à l'évolution du virus, qui lui-même passe son temps, entre guillemets, comme le virus de la grippe, si vous voulez, à muter. Donc il y a eu des évolutions successives de vaccins qui sont très bien adaptés, pas parfaitement, mais très bien adaptés au virus qui circule aujourd'hui. L'ARN messager, justement, donc on le connaît depuis 5 ans, il a évolué, et notamment pour d'autres maladies, d'autres épidémies, les porteurs d'espoir. Alors, stricto sensu, l'ARN messager, la connaissance de l'existence d'ARN messager dans toutes nos cellules, ça date de 1961. Ça remonte plus loin, oui. C'est important de le rappeler parce que parfois les gens disent « Oulala, ça a été mis au point en quelques mois, c'est n'importe quoi ». Il faut savoir que derrière les vaccins ARN messager, il y a presque 65 ans, non, j'exagère, 64 ans de recherche.
fondamentale, puis appliquée avec l'idée qu'on va pouvoir utiliser les ARN messagers pour vacciner. Donc cette recherche continue. Et elle continue, bien sûr, pour chercher à utiliser cette approche pour d'autres maladies infectieuses. Il y a un vaccin qui vient d'être mis au point, par exemple, pour les bronchiolites du nourrisson, mais aussi des personnes âgées, qui est le virus provoqué par le virus respiratoire syncytial. Il y a un vaccin ARN messager qui va être disponible, et puis cela continue pour d'autres maladies infectieuses, ainsi que pour essayer de protéger les gens contre leur cancer. Contre le cancer, justement. Ça, c'est en expérimentation pour l'instant. Oui, absolument. Avec des résultats. Oui, c'est assez complexe. Et puis c'est pas le cancer, c'est autant de cancers que d'approches thérapeutiques différentes. Donc on peut avoir un jour un résultat pour un type de tumeur donné, mais uniquement celle-là. Donc c'est comme les maladies infectieuses, si vous voulez, schématiquement. Il n'y a pas un vaccin contre les maladies infectieuses. C'est maladie par maladie. Une autre actualité, Alain Fischer, en ce moment, c'est la science qui se retrouve en pleine tempête aux États-Unis. Des chercheurs licenciés du jour au lendemain, des fonds coupés, un secrétaire à la santé qui promet de stopper toute recherche sur les maladies infectieuses. Et puis j'ajoute à cela, la liste est longue, Donald Trump qui a sorti les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Quelle est l'étendue des dégâts aujourd'hui en ce qui concerne justement tout ce qui concerne les épidémies aujourd'hui? Considérable, c'est un drame. Jamais je n'aurais pensé dans ma vie professionnelle, ma vie tout court de citoyen, d'avoir à être confronté à une telle politique désastreuse qui est en train de détruire une partie de la recherche scientifique aux États-Unis, pas seulement dans la santé d'ailleurs, l'environnement, certains secteurs des sciences humaines et sociales, etc. C'est fou ce qui se passe. Si on fait le lien avec ce qu'on discutait il y a un instant, par exemple, il y a des chercheurs aux États-Unis qui cherchent à mettre au point des vaccins contre tous les coronavirus. Le Covid, c'est un coronavirus, il y en a plein d'autres. Donc peut-être demain, il y aura un nouveau méchant, entre guillemets, coronavirus. Idem pour la grippe. Ces recherches, qui étaient financées à des montants très élevés, ont été arrêtées. C'est fou, c'est absolument fou. Ça s'accompagne de licenciements massifs, tant de chercheurs que de personnel impliqués dans les questions de santé publique. Au total, 20 000 personnes sur 80 000 de la fonction publique de santé américaine. C'est le quasi-arrêt des aides aux pays du Sud, que ce soit en termes de recherche ou en termes directement de soins, par exemple, traiter des patients atteints de sida par les médicaments antirétroviraux, des femmes leur apporter la contraception, etc., etc. Donc ce sont des dommages pour leur propre pays, mais des dommages pour le monde entier, ce d'autant aussi qu'en termes de recherche, bien sûr, la recherche, ça n'a pas de frontières, et donc il y a beaucoup de collaborations internationales, la France étant impliquée, qui reposent en partie sur ce qui se passe aux États-Unis. Donc c'est vraiment une attaque extrêmement grave qui va retarder des développements médicaux, des développements en santé, et qui va affecter les populations immédiatement aux États-Unis et dans le monde entier. Et dans ce schéma-là, quel rôle peut jouer l'Europe dans tout cela? Est-ce qu'elle a les moyens de reprendre un peu le flambeau, j'allais dire? C'est sûrement, en tous les cas, il faut avoir cette volonté, comme on le voit dans d'autres domaines, mais qui sont politiquement liés, à mon avis. Il faut essayer, c'est difficile, parce que la place des États-Unis est prépondérante, tant en recherche proprement dite, qu'en aide pour les pays du Sud, même si par habitant, elle n'est pas si élevée que ça, mais compte tenu de la taille des États-Unis, cela est important, donc on ne peut pas les remplacer du jour au lendemain. Mais c'est certainement une justification, si tant est qu'il n'y en avait pas d'autres, à accentuer les efforts de recherche et aussi, si on le peut, à accentuer les efforts de solidarité. On peut aussi ajouter que, j'espère que cela va être mis en place en France et en Europe, nous devons exprimer notre solidarité en permettant à des chercheurs en difficulté aujourd'hui, aux États-Unis ou d'ailleurs dans quelques autres pays qui vivent la même chose, je pense à l'Argentine, c'est le même drame, avec la présidence de Monsieur Milei, même politique, même idéologie. Il faut essayer d'aider ces gens et donc leur donner une possibilité d'accueil pour travailler en France. Faut-il créer un statut de réfugié scientifique? C'est ce que propose ce matin, par exemple, dans le journal Libération, l'ancien président de la République, François Hollande, et Éric Berton, le président de l'université ex-Marseille. Il faut commencer à réfléchir à une fuite des cerveaux, disons-le clairement. Oui, alors je ne sais pas quel terme il faut employer. Ce qu'il faut, c'est permettre à ces gens d'entrer sans difficulté dans le pays, quelle que soit leur nationalité. Il faut savoir que la recherche aux États-Unis, elle est faite par évidemment des citoyens nord-américains, mais par des gens de toutes les nationalités, des Français d'ailleurs, mais aussi des gens venant d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Donc quelle que soit la nationalité des gens, il faut ne pas leur mettre de barrière d'entrée, qui est un problème pas toujours simple en termes d'accueil d'étrangers. Quelles difficultés peuvent être qu'on leur demande des papiers, enfin qu'on retarde leur entrée parce que avec une délivrance de visa complexe. Donc il faut que ces gens puissent entrer
aisément, quelle que soit leur nationalité. Et ensuite, donc, il faut leur donner des moyens de travailler, un salaire et des moyens de travailler. Ce qui s'est fait un petit peu, par exemple, avec un programme qui s'appelle le programme PAUSE, qui est moins connu, mais pour des chercheurs venant d'Ukraine ou d'autres pays en difficulté, mais à une plus petite échelle, en les aidant en tous les cas personnellement, mais là c'est une plus grande échelle, à la fois en termes de nombre de personnes et en termes aussi de moyens accordés pour qu'ils puissent travailler. Donc il faut tous être ensemble et les placer dans un environnement satisfaisant pour qu'ils puissent travailler, sinon ils viendront pas en France, c'est une évidence, et il faut leur trouver des lieux d'accueil. Dernière question, sur ce qui s'est passé ce week-end, les délégués des États membres de l'OMS ont trouvé un accord de principe sur un texte pour mieux protéger le monde de futures pandémies. C'est un leurre selon vous? Est-ce que c'est vraiment utile? Oui, sur le principe, c'est une évidence. Je veux dire, c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre, on ne sait pas quand, il y aura une nouvelle pandémie. Il suffit de regarder derrière nous les épisodes de grippe graves, sans remonter à la fin de la Première Guerre mondiale, mais etc. Et donc il y aura d'autres pandémies. Donc il faut se préparer. Et on ne va pas se préparer dans un pays, c'est à l'échelle mondiale. Donc qu'il y ait une organisation, et c'est absolument le rôle de l'OMS de le faire, qui permette cela. C'est indispensable. Maintenant, il faut être face aux réalités, aux difficultés, notamment celles dont on vient de parler. C'est-à-dire que la contribution des États-Unis à cette surveillance mondiale est en train de se casser la figure. Donc c'est très difficile. Il va falloir trouver des moyens de compensation en attendant que les États-Unis veuillent bien se remettre en état de marche. Mais il faut aller quand même dans ce sens. C'est une réalité à laquelle le monde est confronté et il faut l'affronter. Merci beaucoup Alain Fischer d'être venu ce matin sur Radio Classique, professeur d'immunologie pédiatrique, président de l'Académie des sciences. Je le rappelle, donc grande campagne de vaccination contre le Covid pour les populations les plus fragiles, c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 juin. Bonne journée. Merci. Et à bientôt 8h28 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre, comme chaque lundi, le philosophe Luc Ferry est avec nous juste après le rappel des titres et la revue de presse.